Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française. Dans le cadre de cette rétrospective, Claude Miller qui a commencé mercredi soir avec la projection de Mortelle Randonnée. Aujourd'hui, vous allez voir ou revoir Garde à vue, le troisième long métrage de Claude Miller après avoir réalisé La meilleure façon de marcher et Dites-lui que je l'aime. Ce film a remporté plusieurs prix, plusieurs Césars au moment de sa sortie, dont celui du meilleur scénario. Claude Miller a partagé cette récompense avec Jean Herman et Michel Audiard. On y reviendra après la projection puisque on va avoir l'occasion d'en parler avec Thibaut Bretin qui se trouve à mes côtés et qui a consacré un ouvrage sur le duo, le binôme de scénaristes Audiard-Herman, Herman-Vautrin, où il reproduit dans ce livre que j'ai entre les mains le scénario de Garde à vue, commenté, présenté ici. Et avec nous également nous rejoindra Bruno Nuitel, le directeur de la photographie de Garde à vue, Bruno Nuitel qui est déjà dans la salle, que vous voulez saluer, et qui viendra discuter avec nous après le film. C'est le deuxième film dont il a signé l'image pour Claude Miller après La meilleure façon de marcher. Thibaut, est-ce que tu veux dire un mot avant la projection ? D'abord, vous remerciez d'être là. Qui a déjà vu le film ? Donc on est vraiment sur un classique, c'est pour ça qu'il faut revoir ces classiques. C'est d'ailleurs un des sujets, on en parlera, le caractère classique de l'intrigue. C'est quelque chose qui a fasciné Michel Audiard quand il a écrit le film. C'est quelque chose qui a pu faire peur aussi à Claude Miller, parce qu'il y a vraiment un enjeu. Vous avez un film qui est comme ça, un huis clos dans un commissariat. Donc je serais ravi qu'on en discute, et merci à tous ceux qui nous font aussi l'amitié d'être là. Je pense à Olivier Curchot, à Annie Miller et à Lamelé qui viendra nous parler également tout à l'heure du storyboard, parce que c'est un film, vous allez voir, très découpé, très dialogué, et ça prouve que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, donc bonne projection. Et je rajoute, je précise, je ne l'ai pas dit, mais vous allez voir la version restaurée en DCP de Garde à vue. Merci Thibaut, bonne projection, à tout à l'heure. Merci d'accueillir Thibaut Bretin et Bruno Nuitel. Bien, alors avant d'aborder, de revenir sur la jeunesse du film, l'écriture, le tournage avec vous, Bruno Nuitel, le storyboard, comme l'a rappelé Thibaut au début, ma première question, elle est pour vous deux, c'est quelle impression vous avez en revoyant Garde à vue ? Allez-y, Bruno Nuitel. Ce qui est très impressionnant, c'est comment Claude Miller s'est mis à l'épreuve avec ce film, puisqu'il n'en était ni le scénariste, enfin il était co-scénariste, il a travaillé l'adaptation. C'est une pure commande, avec des comédiens qu'il ne connaissait pas, ou très peu, enfin certains oui, mais pas les principaux. Et en plus, c'était vraiment une mise à l'épreuve, en ce sens qu'il était confronté à une production dite à l'ancienne, un dialoguiste, Audiard, qui n'était pas vraiment dans les petits papiers de cette génération-là, et comment il a réussi, d'une manière assez magistrale, à obéir aux règles, et en même temps à proposer un découpage absolument spectaculaire sur un huis clos qui est interminable quand même. Donc c'est vraiment un très beau travail. Bon, on va revenir sur tout ce que vous dites parce qu'il y a des choses à dire, notamment sur la grosse partie du film qui est un huis clos. Vous avez parlé de l'adaptation, on va évidemment parler de son rapport avec Audiard, son travail sur le scénario. Thibaut, même question. Moi, c'est un film qui m'émeut encore. Alors, j'ai pourtant travaillé à une étude du scénario, donc je l'ai revu des dizaines de fois, et je trouve que ça fait partie de ces films où, et ça fait plaisir de le voir avec vous, où on sent à la fois dans les rires, parce qu'il y a des moments où il faut rire, on est invité à rire, et puis il y a des moments où il y a une espèce de silence, où on voit qu'il y a l'intensité du dialogue, la virtuosité de la caméra,
on sent que ça passe encore auprès du public, ça c'est formidable, et moi ça me touche encore. Enfin, je ne pensais pas rester à cette projection, et pour finir je suis resté parce que j'étais happé. Et c'est vrai que le film est à la fois un interminable interrogatoire, mais aussi un film qui passe, je trouve, très rapidement, une sorte de resserrement du temps et du récit qui choque. Alors c'est d'autant plus émouvant que tous les comédiens ont disparu. Quoi. Oui. Pas seulement les comédiens. On a la chance de vous avoir, vous, et Lamley, le directeur qui est crédité comme directeur artistique, qui interviendra un peu plus tard s'il veut bien. Mais revenons tout d'abord un peu plus loin, plus en amont. Donc là, je me tourne vers toi, Thibaut, sur le projet initial, parce que le film est une adaptation d'un livre de Wainwright, John Wainwright. Le titre français, c'est À table. Le titre original, c'est Brainwash. Brainwash, ça veut dire littéralement lavage de cerveau. Donc c'est au départ un livre qui est publié dans la collection Série Noire. Donc je te laisse nous expliquer d'où vient le projet. Je crois qu'il y a un couple, les Rossignols, c'est un peu eux qui sont les instigateurs, ou c'est d'eux que viennent ce projet au départ. Oui, au printemps 1980, Michel Audiard, qui est un dialoguiste qu'on ne présente plus, mais qui est à l'époque en train de remonter la pente, après des années où il a été réalisateur et qui n'ont pas été des années qui se sont achevées formidablement bien. Il a été un peu rejeté du monde du cinéma parce qu'il a pris des prises de position politique assez à droite, il a connu l'échec commercial, il a aussi été condamné pour escroquerie, et c'est vrai qu'en 1975, il est un peu au creux de la vague. En pire, il y a son fils qui meurt, et donc il décide de revenir à son métier initial, qui est son métier de scénariste. Et il met en place un système dans lequel effectivement les Rossignols vont jouer un rôle important, qui est celui d'offrir une sorte de package aux producteurs. Je m'explique, il a des relations très privilégiées avec Suzanne Rossignol, qui est l'agent littéraire et cinématographique de Gallimard, c'est-à-dire qu'elle a tous les romans Gallimard et de la galaxie Gallimard, parce que c'est de Noël, le Mercure de France, elle les reçoit tous, et son but avec son mari, c'est de vendre les droits de ses livres à des producteurs. Et Michel Audiard, lui, a tout en avant-première sur épreuve. Ça lui donne un avantage, c'est-à-dire qu'il sécurise les droits. Il a aussi un adaptateur, Jean Herman, qui à cette époque-là travaille sur 12 films avec lui, et qui est un adaptateur extrêmement rigoureux, précis, qui charpente les récits, et ça va faire aussi partie de l'espèce d'offre de Michel Audiard. Enfin, Michel Audiard, évidemment, se propose de faire les dialogues, et enfin, très souvent, comme c'est le cas ici, il a une vedette en tête. Donc comme vous êtes un producteur, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable que d'avoir toute cette offre complète, all-inclusive, dirait-on aujourd'hui, qui vous est faite. Et au printemps 80, Michel Audiard, qui vient de signer 3 dialogues de 3 films qui sont déjà sortis, donc c'est cette même année, donc on est face à un staccanoviste, il attend que Jean Herman ait terminé l'adaptation d'un film qui ne se fera pas, qui s'appelle Le Barracuda, et pendant ce temps-là, comme c'est un homme qui ne connaît pas l'ennui, il réfléchit à quel film il pourrait faire, et c'est là qu'il tombe vraiment sous le choc de ce roman britannique, qui est un roman très très fort, assez proche de ce que vous voyez à l'écran, même s'il y a des différences notables, mais le principe de base est le même, c'est-à-dire cette idée d'un faux coupable, d'un interrogatoire qui constitue l'intégralité du récit, et donc très vite, Audiard va se tourner vers ses producteurs phares de l'époque, Sania Mnouchkine et Georges Dansigers, des films Ariane, avec qui il a fait les films de Belmondo. Et donc, eux, ils sont désireux de se lancer dans une nouvelle aventure avec Audiard. Ils sont séduits par cette proposition, et c'est comme ça qu'ils décident de se mettre en chasse d'un réalisateur, et qu'ils portent leur choix sur Claude Miller. Revenons à Miller quand même. Oui. Parce que, non, il faut raconter l'histoire de Claude par rapport à tout ça. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler sur La meilleure façon de marcher. Après, j'étais plus disponible quand il a fait Dites-lui que je l'aime, qui est un très beau film, que j'ai regretté de ne pas avoir fait d'ailleurs. Ce film-là n'a pas marché, c'est le drame du 2e film, c'est fréquent, et pourtant c'était un très beau film. Et Claude s'est retrouvé en rade pendant 4 ans après ce film, n'arrivant pas à monter un nouveau long métrage. Bon, il n'était pas dans la misère. Il y avait 2 projets, il me semble, dont l'un, La Java,
qui était coécrit par Luc Béraud, je crois que Luc est ici dans la salle, Béraud ici présent, et également un autre film qui devait se faire avec Belmondo. Finalement, Belmondo a laissé tomber, il y avait 80 pages il y avait un scénario. Bon. Et donc, oui, c'est ça, 3-4 ans, Claude Miller travaille et n'arrive pas à aboutir à monter Alors, je crois qu'il faisait de la publicité à ce moment-là, il en a fait énormément, et donc il n'était pas dans la misère, mais il était quand même en attente d'un long métrage qu'il méritait absolument, quoi. Et puis il est tombé dessus cette commande qui était quand même, je reviens là-dessus, sur une mise à l'épreuve, puisque au départ, je ne pense pas que les producteurs avaient pensé à Claude. C'est venu un peu tard, je ne sais pas exactement comment ça. Il y avait des pourrait nous le raconter. Et donc il s'est trouvé, enfin on s'est tous trouvés dans l'obligation devant des grands producteurs du cinéma d'autrefois et devant des grands professionnels de faire preuve d'une certaine maîtrise, ce qui n'était pas, enfin on était quand même tous très frais, quoi. Et donc c'est pour ça que Claude a voulu, je crois, faire un storyboard avec Lamelais qui est ici présent, qui était un objet absolument extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement le découpage intégral était storyboardé, mais les personnages étaient ressemblants, ce qui est quand même assez rare. Donc on s'est vraiment appliqué à tenir le plan de travail, et Claude et Lamelais ont participé l'un et l'autre à ce découpage, enfin on travaillait ensemble là-dessus, et c'était d'une précision absolument phénoménale, quoi. C'était la seule façon de rassurer la production déjà, et aussi les comédiens, surtout Lino Ventura. Est-ce que pour vous, je rebondis puisque vous parlez du storyboard, quel défi ça représentait? Est-ce que vous aviez déjà travaillé sur un storyboard? Vous le dites, c'était assez rare à l'époque, donc c'était... Disons que les films sur lesquels je travaillais, il n'y avait pas de storyboard dans la mesure où comme j'ai fait beaucoup de premiers films, comme je disais hier, généralement on cherchait sur place, quoi, ce qui n'est pas très bon en termes de production, mais c'était un autre esprit. Là, il n'était pas question d'hésiter une seconde. Ça s'est fait beaucoup dans ces années-là, mais je ne pense pas que ça se faisait déjà à ce moment-là. Ça s'est fait beaucoup dans la publicité, surtout d'ailleurs, parce que ça voulait rassurer tout le monde, y compris le client qui ne connaît rien, quoi. Non, à ma connaissance, dans mon travail, c'est le seul film que j'ai fait sur la base d'un storyboard. Vous y avez... Et Claude Miller avait déjà utilisé ce procédé pour imaginer la fin de Dis-lui que je l'aime, où les dernières séquences ont fait l'objet d'un storyboard, et c'est peut-être ça qui lui a donné aussi l'envie d'aller plus loin dans cette démarche avec ce film qui est effectivement un défi. C'est-à-dire qu'on le faisait pour des effets spéciaux ou des cascades, par exemple. Mais pas plus, on le faisait pour certains points de certaines séquences, mais jamais pour l'intégralité. Et il a été respecté, ce storyboard, en intégralité? Il y a eu quelques variantes, mais à mon avis, quasiment dans l'intégralité, oui. Oui, absolument, oui. Donc vous, les techniciens, vous aviez connaissance du storyboard, mais ce que vous disiez, pas les comédiens? Si. Enfin, non, les comédiens, non. Non, je pense pas qu'on le... Enfin, je sais pas, j'étais pas dans le secret de tout, mais non, c'était pas utile, d'ailleurs. C'était pas utile. Mais je pense que ça a rassuré surtout les producteurs, quoi. Et alors, au-delà de ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce film est entièrement tourné en studio, ce qui permettait effectivement d'être très précis sur le découpage. Mais en même temps, on ne s'est pas vraiment aventuré à utiliser le studio comme le studio. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment enfermé dans cette espèce d'espace en huis clos, quoi. Ce qui était très différent, hier on a vu La meilleure façon de marcher, vous étiez là pour la discussion, tourné en décor naturel, avec beaucoup de lumière, et là c'est travaillé dans la... non, il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la maison. Il n'y avait pas du tout d'argent. En tout cas en extérieur. En extérieur? Oui, La meilleure façon de marcher. Oui, il y avait la lumière naturelle. Oui, c'est assez différent de ce tournage en décor. Non, justement, moi j'ai tenu à... Enfin bon,
Mais c'est pas, peut-être que c'est pas le moment d'en parler, mais j'ai tenu à faire de ce décor artificiel un décor naturel en termes de lumière, c'est-à-dire que j'ai fait plafonner entièrement le décor. Les seules sources de lumière sont celles qu'on peut apercevoir ou voir, à savoir du fluo. Et je me suis embarqué dans une vraie galère technique en faisant ça. Mais en même temps, ça permettait à Claude et au cadreur d'aller n'importe où, d'être absolument libre dans cet espace, de tourner dans tous les sens sans avoir un seul pied de projecteur. Et je me suis en même temps interdit d'utiliser le studio comme on le fait, parce que dès l'instant où on plafonne un décor, on ne peut plus se servir des passerelles et des lampes qui sont dans les studios. Donc il faisait un froid de canard dans ce studio, c'était en plein hiver, il a fallu amener des chauffages pour les acteurs. Et par contre, on a eu une note d'électricité qui défiait toute concurrence au studio. Si on parle de l'écriture, le travail à 6 mains, parce que j'ai rappelé lors de la présentation que le film avait eu le César du meilleur scénario et que les 3 avaient remporté le César, à savoir Jean Herman, Jean Vautrin, Michel Audiard et Claude Miller. Comment ça s'est déroulé, comment se sont déroulées les phases d'écriture? Donc, à partir du moment où Claude Miller a été identifié, a accepté le projet, il a commencé à travailler avec Jean Herman. Donc Jean Herman, c'est quelqu'un de tout à fait intéressant dans son parcours de vie, puisqu'il c'est un diplômé de l'IDEC, comme Claude Miller. Il a été un jeune réalisateur de ce qu'on appelle la génération 58-68, donc c'est des jeunes réalisateurs qui ont fait leur premier film dans cette décennie décisive. Il a également filmé la bombe atomique en Algérie pour le service cinématographique des armées. Il a vécu en Inde. Il est peintre, il est photographe, il est dessinateur de presse. Et il connaît une sorte de mésaventure dans sa carrière après le film Adieu l'ami qui marche très fort. Il va connaître une sorte de déclin dans les entrées et des projets qui sont difficiles à monter. Et donc il se reconvertit dans la littérature sous le nom de Jean Vautrin. Et sa planche de salut, ça va être Michel Audiard, puisque durant toute une période, il va subvenir essentiellement à ses besoins grâce au cinéma, à ses travaux de scénariste sous le nom de Jean Herman, tout en développant une œuvre de plus en plus riche, de plus en plus puissante, sous le nom de Jean Vautrin. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce film se situe dans la carrière de Jean Herman, Jean Vautrin, au moment où la littérature a vraiment pris le dessus. D'ailleurs, Claude Miller, dans les entretiens qu'il a pu donner sur ce film, parfois il parle de Jean Vautrin, parfois de Jean Herman, et on sent que voilà, le scénariste est aussi un romancier qui travaille ce qu'il a appelé les hommes monstres, les enfants crimes, et d'ailleurs on retrouve un peu de ça, et je pense que c'est quelque chose qui devait, à mon sens, l'unir à Claude, qui avait été son assistant sur le premier film de Jean Vautrin, donc c'est 2 personnes qui se connaissaient, et je crois qu'il y a vraiment une fascination qu'on voit dans le film pour la complexité des êtres, pour leur noirceur. D'ailleurs, visuellement, le film joue beaucoup sur la noirceur et l'éclairage, parce qu'il parle essentiellement de ça, de l'inaccessibilité de la vérité sur un être, et du fait que la culpabilité est parfois décorrélée de ce que l'on peut établir par la parole. C'est un film sur le dialogue, en fait, c'est ça qui est assez amusant. D'ailleurs, vous avez toujours un type qui est en train de taper à la machine pendant que d'autres parlent. C'est un film qui construit son propos sur un ping-pong verbal, et tout ça en présence toujours d'une sorte de scénariste ou d'adaptateur qui est en train de prendre les bonnes idées qui s'échangent et en les transcrivant sur le papier. Donc voilà, ce dialogue à plusieurs est fondamental dans l'écriture du film, puisque vous avez donc Jean Herman et Claude Miller qui travaillent ensemble. Il y a également Michel Audiard et son ami Michel Serrault qui exercent un droit, entre guillemets, de regard durant la rédaction de l'adaptation. C'est Michel Serrault qui va refuser en grande partie le personnage de Martineau tel qu'il était conçu initialement, puisqu'il sortait d'un film qu'il avait fait avec Robert Enrico, écrit aussi par Herman et Audiard, qui s'appelle Pile ou Face, et dans lequel il jouait un petit fonctionnaire de province dans une ville pluvieuse, portuaire, et qui était suspecté d'un assassinat dans sa famille. Donc pour lui, il y avait une sorte de redite dans ce dialogue. Et donc il a voulu, Michel Serrault, sortir le personnage de cette catégorisation pour aller vers quelque chose de plus intéressant à son sens et de nouveau. Donc en fait, Garde à vue est un film qui
qui se voit presque en succession avec Pile ou Face, avec qui il partage beaucoup d'interrogations. Donc co-construction, je dirais, avec Audiard et Serrault. Audiard qui nous réserve, je pense, vous l'avez vu, quelques perles. Et une de ses grandes forces dans le film, c'est à mon sens, d'aller dans une logique qui est celle de trouver des images, comme celle du couloir, par exemple, ou la tranche de jambon. Dans ma famille, on mangeait parfois une tranche de jambon, dit Romy Schneider. C'est de trouver des images qui disent très très fort des réalités sociales, des réalités humaines. Et enfin, effectivement, ce travail qui a été accompli de conception artistique et visuelle, qui a été celui de Claude Miller, cette fois-ci avec Lamelais, pendant des semaines et des mois, pour, sur la base du scénario de Jean Herman et Claude Miller, dialogué par Michel Audiard, essayer de trouver une traduction par l'image. Et c'est vrai que là-dessus, il y a, quand on constate les différences, il y a des ajustements qui ont dû être faits parce que parfois des très belles idées de scénario, des très belles idées de dialogue ne marchent pas visuellement. Et donc il a fallu modifier le texte, déplacer des séquences, essayer de reconcevoir des choses. Alors ça n'a pas toujours plu à Michel Audiard, mais ça a contribué en tout cas vraiment, je pense, à ce film que vous voyez qui est très puissant parce que le dialogue et le récit sont conçus aussi visuellement. Ça c'est le grand apport de Claude Miller avec le concours de Lamelais. Sur les acteurs, sur les comédiens, donc Serrault, vous l'avez dit, c'était le choix d'Audiard. Est-ce que pour Ventura et Schneider, c'était dès le départ une évidence? Les propositions sont venues des producteurs, de Claude Miller? Le rôle du commissaire de police était initialement conçu pour Yves Montand. Ça faisait longtemps que Michel Audiard voulait faire un film avec Yves Montand. Il en avait fait dans les années 70, notamment Le Grand Escogriffe, également écrit avec Jean Herman. Donc ils avaient gardé un souvenir assez fort de leur collaboration. Michel Audiard avait essayé de lui reproposer le rôle du cavalier, qui est finalement tenu par Jean Rochefort. Donc depuis longtemps, il y avait cette idée que Montand et Audiard devaient refaire un film. Mais il se trouve que voilà, c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue en termes générationnels. C'est-à-dire que un des grands réalisateurs du cinéma policier de l'époque, c'est Alain Corneau, et précisément au moment où Michel Audiard est satisfait d'avoir rencontré Claude Miller, que Claude Miller a accepté, qu'il y a un engagement sur ce film, Yves Montand confirme sa participation au choix des armes. Et alors là, c'est évidemment une déconfiture pour le projet, mais Lino Ventura accepte assez naturellement, et ça va être un des grands atouts du film, puisque sa capacité à être en retrait, à mon sens, joue en faveur du film, puisque si on avait eu deux comédiens qui auraient eu des visages aussi changeants, un dynamisme aussi fort que celui de Michel Serrault, ça n'aurait pas forcément aussi bien collé. Donc ça, c'est un fait qui est assez établi maintenant. Et deuxièmement, pour le personnage de Romy Schneider, initialement, c'était Françoise Fabian qui était considérée, et le choix de Romy Schneider est un peu étonnant, parce qu'elle a un accent quand même, et c'est vrai qu'on se demande comment elle a pu grandir à Jaubourg, rien n'est fait pour expliquer tout ça, mais ça marche très bien, et c'est vrai qu'il y a eu quelques... si vous regardez le scénario tel qu'il est au moment du tournage, ils ont un peu adouci. C'est vraiment Claude Miller en accord avec Romy Schneider, qui a envoyé un peu le personnage de Gare, c'était un peu plus accentué dans le scénario. Et Romy Schneider apporte une sorte de perversité suave au personnage qui en fait toute sa force. Oui, intervenir. Non, pas du tout. J'ai lu à la fois dans ton livre, Thibaut, et dans celui d'Olivier Curchot, qui a consacré à Claude Miller une biographie, que Claude Miller disait lui-même qu'il avait l'impression de monter sur un ring durant le tournage. Tu peux nous expliquer? Il y a le fait que le décor était monté sur les praticables. Donc on avait une sensation déjà d'élévation par rapport au sol. Enfin bon. Allez-y, continue. Non, concernant les comédiens, je sais pas, je pense que Claude était pour quelque chose dans le choix de Romy Schneider, enfin je sais pas, il me semble. On lui a pas tout imposé, hein, c'est pas... Par exemple, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Montand face à Michel Serrault n'aurait pas fait le poids, à mon avis. Il fallait vraiment une locomotive en face de ce qui est le cas de Ventura. Non, ce qui était vraiment intéressant du point de vue technicien, parce qu'on ne peut pas assister à tout, c'était la différence de ces deux comédiens en termes de formation, en termes d'historique aussi, puisque Michel Serrault sortait du succès
comment s'appelait l'histoire La cage aux folles. La cage aux folles, voilà. Et puis, avait été surtout un comédien comique jusque-là. Enfin, ça a fait démarrer une grande carrière, une grande reconnaissance de la fantaisie et la folie de Michel Serrault, qui est quand même un personnage. À l'inverse, Ventura était monté vraiment sur rail, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme qui préparait tout, tous ses gestes sont préparés, toutes ses répliques sont collées par rapport à ses gestes, et c'était vraiment assez amusant de voir à quel point ce personnage qui montait sur rail était face à quelqu'un qui pouvait faire d'une prise à l'autre des choses extrêmement différentes, quoi. À tel point qu'au début ça a été un vrai problème, parce que Michel Serrault, cherchant à tester la force de Claude Miller, s'est comporté comme un enfant terrible. C'est-à-dire qu'il faisait d'une prise à l'autre, il proposait à chaque fois un personnage différent. Et ça a duré quelques jours, à tel point qu'on ne pouvait pas monter les séquences, quoi. Et là, Claude a enfin est monté sur ses ergots, je sais pas, enfin il a décidé de se confronter à cet enfant terrible. À partir de là, comme tous les enfants terribles, deux paires de claques et il se calme généralement. Et à partir de là, il a fait son travail très sérieusement. Et il est entré dans le vrai personnage du film. Mais il a fallu cette mise à l'épreuve. De toute façon, il y a deux catégories. Il y a des comédiens comme ça, qui mettent à l'épreuve les metteurs en scène, qui se comportent bizarrement ou d'une manière assez catastrophique au début, pour tester l'autorité du metteur en scène. Et là, c'était le cas. Parallèlement, Ventura faisait tout le temps son truc, lui. C'était pas la présence de Serrault faisant n'importe quoi, ça ne le gênait, enfin, ça devait le gêner, mais il continuait à faire son truc comme il l'avait répété, préparé. Et ça, c'était très intéressant à voir. Et surtout à voir après comment Claude s'est emparé de tout ça pour diriger ses comédiens, quoi. C'est d'où la maîtrise de l'ensemble, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment très, très fort, là. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous confirmerez, mais il y a des séquences où Michel Serrault improvise par rapport au scénario, alors pour le moment en accord avec l'équipe et avec Claude, mais notamment sur, par exemple, au tout démarrage du tabassage, parce que l'art de taper à la machine, le personnage de Belmont finit par taper sur le suspect, et là, il feuillette le magazine des blasons, là, par exemple, ça c'est pas du tout un scénario. Et visiblement, c'est quelque chose que Serrault a trouvé sur le coup, quoi. De toute façon, Michel Serrault, il avait une invention vertigineuse, quoi. Il nous a fait vraiment, enfin au début, on se retenait pour... Enfin, c'était très très drôle, quoi, de le voir faire. Enfin, d'une prise à l'autre, on avait un personnage totalement différent, qui effectivement était totalement dans l'improvisation. Mais ça, c'était une réjouissance de plateau. Mais au rush, ça devenait carrément un drame. Et Serrault adore, enfin c'est pour ça qu'il y a eu une entente très forte sur toute une série de films avec Michel Audiard, aussi avec Claude Miller sur Mortelle Randonnée, c'est qu'il improvise, si vous regardez le scénario, il rajoute des éléments, c'est jamais quelqu'un qui retranche. Il y a très peu de répliques qui ne sont pas prononcées. Par contre, il y a des petits rajouts par-ci, par-là, des inventions, des gestes, notamment il est très fort en gestes et en répétition d'expressions. Non, il rallonge des tas de séquences comme ça, et ça contribue en fait à une sorte de dialogue. Alors je ne sais pas s'il dialoguait avec les regards je pense qu'il ne suivait pas les regards de l'équipe, mais il y a quelque chose chez lui encore de cette tradition du music hall, où à la fois on respecte le texte, mais en même temps, comme il l'avait appris au cabaret, on interagit, et si ça marche, on continue, quoi. C'était pas du tout à l'adresse de l'équipe, hein, c'était à l'adresse de Claude uniquement, cette espèce d'expression de sa fantaisie, quoi. Et de son savoir-faire aussi. Mais cela dit, c'est un délice pour un metteur en scène que d'avoir un acteur qui propose quelque chose qui va plus loin que la proposition de départ, quoi. Si c'est juste, c'est extraordinaire. Et il s'est pas mal exprimé sur le fait que cette question du storyboard lui avait été déplaisante, parce que c'était quelque chose de difficile pour lui d'être dans un cadre, puisque si le cadre était conçu à l'avance, on ne peut pas se déplacer plus, on ne peut pas aller d'un endroit à un autre ou rajouter une réplique. Et donc c'est quelque chose qui au début manifestement a créé des tensions, paraît-il, et qui ensuite se sont complètement estompées, puisqu'il y a eu une sorte d'accord qui a été trouvé, d'entente au sens presque musical. C'est vrai qu'on on s'était tous arrangés pour se mettre dans un véritable huis clos.
équipe et acteurs compris. Quoi. On avait très peu d'espace en fait pour circuler. Mais cela dit, ce que je trouve aussi extrêmement fort, c'est le travail de Moulard sur le décor. C'est un décor absolument extraordinaire. Enfin, vous avez vu la complexité de la verrière et tout ça, c'est entièrement fabriqué, c'est un truc de fou. Hein. Sans parler des gens qui ont fait toute la partie ville dans la découverte et les animations. Il n'y avait pas de LED à l'époque, c'était vraiment des petites lampes, c'était extrêmement compliqué. Donc il y a un énorme travail de préparation, et c'est vrai que alors parfois on a bougé une feuille de décor pour quand même mettre la caméra, mais c'était pas dans notre... ça participait effectivement à cette espèce d'enfermement qui, à mon avis, pouvait aider les comédiens à faire ce travail. Quoi. En parlant d'enfermement, il y a la pluie. Ah oui, ça c'est... Donc, non, là, je me laisse... Oui. Non, le problème quand on tourne en studio, c'est comment faire pour que ça n'ait pas l'air d'être un studio. Donc il faut détruire quelque chose pour... Alors effectivement, avec Claude avait très envie de la pluie, et moi ça m'arrangeait bien parce que la pluie, ça cassait un peu tout ce qu'on pouvait voir de cette espèce de maquette extérieure qu'il fallait quand même gommer d'une certaine manière. Donc j'avais fait mettre des tulles noires sur les fenêtres, de façon à casser la matière des fonds, et la pluie en plus, ça permettait de faire croire éventuellement, déjà créer une ambiance. Un côté aquarium. Mais sauf que mettre de la pluie dans un studio, ça a l'air de rien, mais il faut quand même qu'il y ait des gouttières, des machins, il faut que l'eau puisse arriver et s'en aller quand même. Donc c'était assez compliqué. Le problème, c'est par rapport au son, quoi. Alors peu à peu, il y a eu une séquence de pluie au début, puis elle revient un peu dans le film. Le reste du temps, c'est des gouttes d'eau, principalement. Parce que c'était vraiment, pour l'ingénieur du son, c'était pas possible de travailler, quoi. Donc il y a des séquences qui ont été post-synchronisées à cause de ça. Et puis il y a eu d'autres soucis. Enfin bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ah bon ? Non, en fait, j'avais tourné un film aux États-Unis qui s'appelle Brubaker, sur lequel j'avais expérimenté les tubes fluo, les tubes néons de l'époque. Et eux avaient des tubes qui étaient corrigés pour le cinéma. Enfin, c'était les premiers tubes qui pouvaient s'équilibrer avec la lumière artificielle. C'est-à-dire que sinon, ça provoque une lumière verte absolument effrayante, quoi. Et aux États-Unis, leur courant électrique, c'est du 120 volts, et ils sont sur une fréquence qui est de 60 Hz, alors qu'en France, on est sur du 220 et 50 Hz. Quand on est à 60 Hz, les battements du fluo n'apparaissent pas. Si on est à 24 images, on est donc à 48 périodes au lieu de 50, les battements, enfin l'image fait un peu ça, quoi. Donc j'avais décidé de tourner à 25, et je m'étais renseigné sachant que, on m'avait dit, une machine permettait de revenir du 25 à 24. En fait, cette machine ne fonctionnait pas. Donc la première projection, le passage de 25 à 24, avait complètement détimbré la voix de Lino Ventura. Celle de Michel Serrault était plus aiguë, donc elle était à peine touchée par cette différence d'une image, mais celle de Ventura était totalement détimbrée. Donc il a fallu refaire quelques éléments aussi de post-synchro pour revenir à ça. Et puis finalement, je crois qu'on a trouvé une machine en Angleterre qui, elle, fonctionnait et qui a permis qu'on passe effectivement du 25 au 24 images. Donc c'était à la fois des bonnes idées et pas des bonnes idées. En plus, pour salir encore plus l'image, le film est entièrement en surdéveloppement. Donc ça donne une espèce de grain qui permettait de travailler uniquement avec un zoom, qui n'était pas d'une grande ouverture, quoi, et qui permettait d'avoir beaucoup de possibilités, en plus du fait que le studio était plafonné, etc. Dans le film, il y a une ambiance assez glaciale, parfois voire hypnotique. D'ailleurs, le personnage de Serrault dit qu'il ne sait plus si c'est la réalité, c'est un rêve, c'est la nuit. Est-ce que, Claude Miller, vous avez donné des références cinématographiques ou des films à voir où il avait dès le départ dit « je veux cette ambiance » ? Non, comme je l'ai dit hier à propos de Le meilleur son marché, on a peu parlé avec Claude, mais il semblait que,
je sais pas, intuitivement, les choses passaient, je sais pas. C'est pas un metteur en scène avec qui j'ai eu des grandes conversations, quoi. Mais en même temps, il avait l'air satisfait du résultat, donc c'était une façon de communiquer. Ou alors j'ai oublié, mais ça fait 40 ans, 50 ans hier. Ce qui est clair, c'est que le film ressemble à certains, dans son décor, en tout cas à certains grands décors du cinéma hollywoodien classique, avec ce commissariat, avec cette ville au loin, et c'est ça qui fait une partie de l'hommage. D'ailleurs, alors le nom Martino, c'est un nom qui a un double sens, je dirais, parce qu'il c'est à la fois le nom d'un personnage que je l'aime, mais c'est aussi le nom du personnage joué par Bernard Blier dans Quai des Orfèvres. Donc il y a un retour aussi à une tradition du cinéma policier des années 40, que ce soit le cinéma américain ou le cinéma français. Et je pense qu'il y a une composante aussi un peu cinéphilique dans ce film. Lamelé me disait qu'il y avait des moments où Claude lui avait parlé de films d'Hitchcock, d'éléments où leur cinéphilie les avait amenés à faire référence à des plans spécifiques, à des moments où il y a des surimpressions entre des visages, comme par exemple les échanges de regards qu'il y a entre Jablin et le personnage de Martino quand les deux sont des deux côtés de la cloison. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, irriguent un peu le film, une forme d'amour du cinéma et d'amour de cette situation, qui est une situation en fait assez banale de film, mais qu'il faut métamorphoser, qu'il faut vraiment transfigurer. Et je crois que le succès de Garde à vue, c'est vraiment de réussir à dépasser complètement ce qu'aurait pu être ce film, qui est une sorte de huis clos, où des gens parlent, pour devenir quelque chose où, par la musique de Georges Delerue, où il y a cette petite musique lancinante, dès le début, par les flashs qui arrivent, il y a quelque chose qui s'introduit dans le film, et qui le fait rentrer dans une dimension qui était peut-être pas forcément la dimension, sur le papier en tout cas, dans lequel le film devait être. Est-ce que tu veux développer justement peut-être sur l'accueil du film, parce que Bruno Hutel me disait que Claude Miller, avant ce film, avait fait donc La meilleure façon de marcher, qui avait été à la fois un succès public et critique, puis Dites-lui que je l'aime, qui avait été un échec commercial, mais qui avait été reconnu par la critique, et Garde à vue convainc majoritairement la critique et le public, puisque c'est plus de 2 millions de spectateurs. Oui, c'est un film qui marche fort, et il va avoir une incidence considérable pour alors, dans l'histoire du cinéma policier ou même du cinéma français, il marque une étape, parce que d'un coup, il y a des cinéastes qui arrivent à faire des films denses, d'une économie qui est celle d'un cinéma populaire, mais qui est aussi un cinéma de qualité, très fort, avec une personnalité, parce que vraiment, le cinéma de Claude Miller, je crois qu'il y a peu de choses qui est à renier par rapport à cette commande. Lui-même disait, si j'avais lu ce roman, peut-être que je l'aurais adapté de moi-même. Donc il y a quelque chose de très, très puissant pour Claude Miller, qui va l'emmener d'ailleurs vers une carrière que vous avez l'occasion d'explorer ces derniers jours à la Cinémathèque et encore la semaine prochaine. Michel Audiard, lui, il va... parce qu'ils ont tous les trois reçoivent le César, communément. Alors Claude Miller monte sur scène, on n'arrive toujours pas à savoir, avec la famille de Jean Vautrin et la famille de Michel Audiard, ce que faisaient Michel Audiard et Jean Vautrin ce soir-là. Mais donc ils ne sont pas montés chercher le César, et Michel Audiard, lui, il va rentrer dans une période de sa carrière où il va faire ce qu'il appelle une cuillerée pour le public, une cuillerée pour moi. Et donc il continue à faire des Belmondo, mais il va faire des films qui lui tiennent à cœur, donc Mortelle Randonnée avec Claude Miller toujours, mais également des films comme Canicule, On meurt deux fois. Et ça, c'est des films qui le marquent. Et de l'autre côté, Jean Vautrin, lui, va prendre son indépendance de Michel Audiard et devenir un romancier qui compte de plus en plus. Il passe à côté du prix Goncourt quelques années après, et en 1989, il l'obtient pour Un grand pas vers le bon Dieu. Donc voilà, c'est un film qui marque un passage pour le cinéma, pour les gens qui l'ont fait, et j'espère pour le public encore. Et sur le César, il y a d'ailleurs tu reproduis dans ton livre une lettre qu'adresse Jean Herman à l'Académie en demandant si, comme ils ont reçu 15 Césars pour 3, s'ils doivent le scier ou s'ils doivent se le partager tous les 4 mois. Je crois que finalement ils reçoivent un César. Il parle de garde alternée pour le César de garde à vue. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle Il y a un micro qui circule. Une question sur le... Je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais j'ai trouvé, mon ami et moi, on a trouvé que la lumière dans le noir était magnifique, qu'il y avait quelque chose au niveau de l'image qui était vraiment très belle.
c'est surtout qu'on ne s'ennuie pas une seconde, alors qu'on pourrait se dire au début qu'on va s'embêter, mais pas du tout. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, alors c'est plus le côté peut-être Hitchcockien du film, parce qu'il y a cette scène où Romy Schneider regarde cette petite fille. On a l'impression, alors je trouve que les regards croisés comme ça sont absolument intenses. Il y a à la fois, ça reste énigmatique jusqu'au bout et en même temps, ça laisse présager quelque chose. Mais je me dis qu'on a pu faire un film comme ça dans ces années-là et qu'aujourd'hui, en 2024, quand je regarde ça, je me dis qu'il y aurait vite eu un glissement entre l'amour ou l'attachement de cet homme pour cet enfant sur quelque chose de pervers. Et que dans ces années-là, on ne pensait pas comme ça. Et c'est assez rassurant de se dire que dans ces années-là, on était un petit peu plus subtil qu'on l'est aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, bah, c'est vrai que si vous comparez le roman original, le scénario et le film, vous verrez que cette question de que se passe-t-il entre Martineau et Camille est traitée de façon différente dans les trois cas. Si j'ai bien compris, c'est vraiment un choix, alors peut-être au montage ou au tournage en tout cas, d'être beaucoup plus elliptique et de laisser d'ailleurs au spectateur une libre interprétation de ce qui se passe. Et d'ailleurs, si on regarde d'un pur point de vue, je dirais, juridique, ce qu'il se passe entre Camille et Martineau est peut-être condamnable, mais ça n'a au fond aucun rapport avec ce qui se trame avec la petite Valéra et l'autre enfant qui ont été assassinés. Donc, dans le roman, c'était extrêmement explicite. Il y avait vraiment une référence à des attouchements sexuels. Dans le scénario, le dialogue est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que Madame Martineau dit il tue des petits-enfants, il les viole, etc. Et c'est plus du tout le cas dans le film tel qu'on le voit achevé. Alors, je ne sais pas à quel moment ce retranchement a eu lieu. Et moi, je crois que ça contribue à une sorte à la fois de malaise et en même temps d'envoûtement du film, que de rester très elliptique, vague sur cette question. Mais je crois me souvenir que quand on a tourné la scène où on voit Acero avec la petite fille, on a fait plusieurs versions. Alors c'était des nuances, hein, c'était simplement une question de regard. C'était pas forcément pas de distance entre eux, de regard. Mais Claude a cherché à avoir plusieurs possibilités. Et il me semble qu'on a tourné deux fins différentes. L'une étant, Romy attend Serrault dans la voiture et ils partent ensemble. Il n'y avait pas le suicide, quoi. Je crois que dans le livre, il y a un suicide, mais elle se jette sous un train. Et le découpage initial prévoyait aussi qu'il y avait une sorte de jeu de miroir entre le regard de Martineau au début et le regard du commissaire dans la cour. Je me souviens, il arrive, il est avec son espèce de classeur sur la tête, là il croise le regard, et il y avait la même scène en miroir dans l'autre sens, où on voyait Martineau qui, depuis la cour, regardait le commissaire Mais en fait, il s'est avéré que ce n'était pas possible d'avoir le même raccord, et donc c'est partie de ces ajustements dont on parlait. Le storyboard a été respecté à 80%, mais il y a des choses qui n'étaient techniquement pas faisables, et donc là, il y a eu aussi une évolution de ce point de vue. J'aimerais profiter, alors avant de prendre des questions, j'aimerais profiter de la présence de Lameley, crédité comme directeur artistique, mais qui a travaillé avec Claude Miller sur le storyboard, pour avoir son point de vue et nous raconter comment s'est passée cette collaboration, qui était aussi une phase de l'écriture, puisque, on l'a dit... Je suis content d'entendre Bruno parler des tournages, parce que moi je faisais partie en amont à l'écriture. Donc, tout ce que vous avez dit sur le tournage, je n'ai pas assisté. La seule chose que j'ai pu faire, c'est Claude, le deuxième jour de tournage, il m'a invité au rush. Et je vous assure, ce rush-là, c'était... Et à la sortie, Claude m'a dit en confident, ça s'est passé très mal sur le plateau, avec Serrault et Lino Ventura. Moi, j'ai dit oui, c'est normal, parce que ce sont des comédiens qui improvisent beaucoup. Et le storyboard tel qu'on l'a fait ensemble, c'est un carcan pour eux. Ils ne peuvent pas bouger d'un poil. Parce qu'un storyboard,
dans le sens tel que j'ai présenté à Claude avant de travailler, ce n'est pas des dessins, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire que le film est déjà prémonté, ça ne peut monter que dans un sens tel que c'était découpé. Par exemple, je me suis beaucoup inspiré de la chevauchée fantastique de John Ford pour les regards, pour les raccords entre plans serrés des visages, les regards, les sous-entendus de regard. Et ça, c'est un exercice extraordinaire. Tout ce qui est dans Garde à vue, ce n'est que du regard. En plus, ils sont trois. Donc, je me suis dit, Claude, pour vraiment donner un rythme au film, il faut procéder entre plans serrés des yeux, disons, nœud de cravate, comme on dit au cinéma, ou deuxième bouton. Il faut passer de l'un à l'autre de manière que ça ait un rythme. Et si tu ne le fais pas dans ce sens-là, ça ne passe pas. Et je suis assez étonné, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et le storyboard respecte assez bien ce rythme de tournage, depuis le début jusqu'à la fin. Et pour revenir au décor d'Eric Müller, pendant l'écriture du scénario, et c'est là où j'étais crédité directeur artistique, il s'agit de concevoir ce lieu autre qu'une salle de police, quoi. Parce qu'entre quatre murs, dès le début, j'ai dit à Claude, avec ça, on va s'emmerder à mort. Donc c'est en travaillant lentement, on a fait 3 storyboards, j'en ai fait des milliers de dessins, avant d'arriver à ces 357 plans, mais en fait, 500 plans dessinés, parce que tous les axes dessinés dans le même axe, c'est noté 25A, 25B, ainsi de suite. Et c'est en travaillant lentement, je me suis dit, c'est impossible d'être entre 4 murs, même s'il y a des fenêtres. Donc de là m'est venue l'idée de cette plonge dans la cour. Et j'ai imaginé une cour de manière qu'en bas, ce soit une lumière. Donc cette verrière. Et le plan de début, je l'ai dessiné architecturalement, exactement tel que vous l'avez vu. Le travelling finit un peu trop tôt, on voit le vide. Et je pense que Bruno, sur le tournage, tu l'as vu. Et on l'a fait, et Boulard a construit le toit en amorce au premier plan, que dans la dimension telle que je l'ai cadré. Parce que comme j'étais réalisateur, donc je connais quand même très bien au niveau du cadrage, 25-35 mm, ça capte quelle longueur, largeur du plan. Donc à partir de là, qu'on a conçu lentement, à partir de mon découpage, la conception du décor. Et puis la ville, au fond, ainsi de suite, pareil, c'est à fur et à mesure qu'on avance, c'est comme on écrit un scénario, hein. À partir, plus on avance, plus ça donne des idées, on revient au début. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette idée de cette pluie de lumière. Et puis la pluie, évidemment, quand en tant que réalisateur, il faut absolument avoir le moins profondeur de champ possible pour que ce soit le maximum flou derrière, puisque tout est faux derrière. De là, par exemple, un plan aussi bête que le phare. Quand on écrit le phare, très simple, on voit le phare, le truc, ainsi de suite. J'ai dessiné le phare comme tout le monde. Et puis un beau jour, je crois au bout de 2 mois, je me suis dit, Claude, ça ne marche pas. Tu ne peux pas filmer un phare comme ça de loin, de nuit, et puis s'approcher lentement de la tourelle. C'est impossible de nuit. Donc de là que m'est venue l'idée que j'ai proposée à Claude, qu'il faut faire en studio. Une maquette de 3 mètres de haut, 4 mètres de haut, puis je filme en studio. Et Claude était très perplexe parce qu'il n'y croyait pas trop aux maquettes. Moi, j'aimais bien ça. J'adore les maquettes, mes films précédents, toujours beaucoup de maquettes en studio. Donc j'ai dit, écoute, Claude, tu fais plan serré de la tourelle, un plan moyen, et surtout ne pas filmer le sol. Et comme ça, on le fait en studio, et on met plein de fumée, et ça fera la blague. J'ai revu, ça passe très bien. Mais seulement l'idée. Ouais, pas beaucoup. Hein. Il faut le casser, il faut le proposer au producteur, parce que c'est de l'argent. Et Claude était formidable pour ça, parce qu'il m'a préservé dans mon contact avec le producteur. Voilà. Donc ainsi, il y a plein d'idées comme ça qui viennent qu'avec les dessins. Vous voyez ?
Et je ne voudrais pas mettre trop d'emphase sur cette question, mais c'est quand même, si vous avez l'occasion, je remercie Lamelé qui a accepté qu'on reproduise des pages du storyboard, c'est peut-être pas un bon terme, ça s'appelle découpage dessiné, tel que le rendu s'appelait, dans le livre qu'on a fait avec Actes Sud de l'Institut Lumière. Vous voyez aussi que non seulement les personnages qui sont représentés ressemblent à Lino Ventura et à Michel Serrault exactement, enfin c'est un travail remarquable, c'est pas des silhouettes griffonnées, c'est-à-dire qu'il y a même les expressions des comédiens et on reconnaît leurs traits. Ensuite, il y a en dessous de chaque vignette, vous avez tout un grammaire que Lamelé et Claude Miller ont inventé ensemble, où vous avez les petits rails du travelling, c'est-à-dire que c'est pas une vignette, c'est une compréhension complète de ce que va être le plan, où il commence, où il s'arrête. Et vous avez aussi à droite une ligne de dialogue, et comme je disais, ça a dû faire évoluer des pages entières du dialogue, parce que il fallait faire coller le dialogue avec le plan, et non pas le contraire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Donc c'est un film, ça vous a peut-être frappé, le chant contre chant, qui est quelque chose que des cinéastes entiers pratiquent, que des tas d'autres réprouvent. Claude Miller et Lamelé, ils réinventent le chant contre chant. Moi, j'avais jamais vu, par exemple, avant Garde à vue, un chant contre chant où c'est des profils, par exemple, profil contre profil. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de plans de 3/4 aussi qui sont particulièrement dynamique. Donc il y a toute une réécriture et une réinvention de la grammaire cinématographique dans ce film qui fait que nous, spectateurs, à la fin, je crois que nous sommes émus et nous sommes saisis par cette histoire. Valentine, vous vouliez rajouter quelque chose à ce que ce que Lamelé disait. Ouais. Non, en fait, nous, on n'avait rien à faire. Il suffisait de refaire le storyboard. Voilà. Non, mais je crois que la direction artistique est aussi dans le travail de l'espace. Vous voyez, parce que j'ai imaginé avec Claude, ensemble, ce qui n'est pas normal dans un bureau d'inspecteur de police, qu'il y a un lavabo au fond, qui n'existe généralement que dans un cabinet de médecin. Parce que je lui proposais deux espaces. Un espace où se passe l'interrogatoire, et puis l'autre espace qui est plus domestique. Et si vous avez bien remarqué, au début, il est tout sombre, cet espace-là, le deuxième espace. C'est au moment où Lino Ventura a décidé, ça y est, monsieur Martineau, vous êtes en garde à vue. À ce moment-là, il est allé dans les espaces numéro 2, pour s'enlever les mains, il allume la lumière. Et à ce moment-là, le deuxième espace s'éclaire. Et je suis très très content de l'avoir vu ici. Et à ce moment-là, l'espace s'ouvre, vous voyez. Et à la fin, tout l'espace est entièrement éclairé. Et ça fait partie de la direction artistique, que j'appelle, parce que c'est la mise en scène. Parce que sinon, on s'ennuie au niveau de l'image, pour les spectateurs. On découvre lentement les choses, vous voyez. Et ça, c'est important. Et même, par exemple, un petit détail tout bête, hein, vous n'avez pas remarqué le téléphone. Les téléphones, j'ai voulu absolument le poser sur un tourniquet de manière qu'il le balance comme ça. Quand il le balance à Martineau pour qu'il appelle. Et ça, je me suis beaucoup inspiré de chez Chabrol. Chabrol, il a toujours en amorce un abat-jour, une lampe. Toujours quelque chose, et c'est typiquement chez Chabrol. Et le coup de téléphone qui joue énormément là-dessus aussi. Et donc tout ça, ça amène une sorte de rythme dans le tournage, on y met même de la lumière, quoi. Et ça, c'est important. Mais même, je l'ai remarqué tout à l'heure, que la deuxième équipe, je crois, c'est pas Bruno, tu étais ou non, vous filmez la jeune fille sur la plage, entre les dunes. Et je crois que Thibaut, tu l'as vu, mon découpage. Je voulais absolument voir le cadavre de la fille sur la plage à travers deux petites monticules de dunes. Parce que c'est très sensuel, c'est comme on dirait deux seins, vous voyez. Et j'ai dessiné, et je suis content qu'il a repris exactement comme ça, parce que ça amène une ambiance comme ça. Et tout ça, ça a été bien respecté dans le storyboard, je trouve, et ça apporte beaucoup de choses. Non, mais c'est sûr qu'avec une bonne histoire, des bons acteurs et un très bon décorateur, il faut vraiment être un imbécile pour pas faire de la lumière correcte. Non, mais Si, je t'assure. Bruno, t'es pas non, mais c'est l'expérience que j'ai vécue. Hein. Ouais, mais quand tu as un grand directeur artistique, généralement, t'as plus qu'à allumer une lampe et de toute façon, tout est bon. Hein. Quand j'arrivais sur le travail avec Claude, je savais déjà que j'ai fait faire la lumière. Je savais déjà qu'il y a Lino Ventura, Serrault et
et Marchand. Guy Marchand, Laura Paxi de là. Comme je les connais, les comédiens, j'ai vu tous ces films pour les croquer dans ce bord, c'est facile comme tout. Et je connais leur mimique, leur manière de jouer. Donc tout ça, c'est troqué dans le storyboard. Mais ça, bon, c'est la cuisine, hein, c'est rien. C'est pas très compliqué, vous voyez. Mais Thibaut est juste, c'est que et la deuxième fin, le storyboard, c'était effectivement Martino dans la cour qui a découvert sa femme suicidée, et une fois Lino Ventura encore dans le bureau. Et parce que c'est exactement le même plan qu'au début. Et ça, je l'ai voulu. Je l'ai proposé à Claude de reprendre exactement le même axe que le début du film. Bon, tout ça, ça fait partie du storyboard. Parce que ça permet de revenir tout en arrière, vous voyez, parce que les pages sont là. Pour ça qu'on a fait 3 storyboards, j'ai fait quand même milliers de dessins. Parce que des fois, on n'est pas content, on dit ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça ne fonctionne pas dans un storyboard? C'est que vous voyez les plans, ça suit comme ça, vous étalez. C'est comme un plateau, comme sur un montage. Hein. Vous voyez un plan serré de la main, et puis le plan large de la... Le rythme n'est pas bon, vous le sentez, quand vous êtes un peu de métier, vous le sentez. Hop, je reprends mon travail, je redessine un autre plan, ainsi de suite, de manière que ça fonctionne. Et ça, c'est très long. Et cette longueur-là, de travail, la durée du temps, c'est de l'argent. Donc, je crois Ariane Film a la possibilité de nous payer ce travail. C'est quand même 4 mois de travail, quand même. Vous voyez, donc, et tous les jours. On était chez Annie, tous les jours, je venais, le soir, je retravaille tous mes plans et je propose ainsi de suite. On n'est pas content, hop, je recommence. Il fallait. Parce qu'il n'y a pas de monsieur pour ce type de film. Mais pour finir, je veux dire que le storyboard est très dangereux. Parce que si vous ne le respectez pas comme c'est dessiné, vous vous plantez au montage. Vous avez très peu de sécurité. Très très peu. Enfin, de tous les films sur lesquels j'ai travaillé, c'est le seul où on a gagné du temps sur le plan de travail. Il me semble qu'on a gagné 3 ou 4 jours sur le plan de travail, ce qui est exceptionnel. Ça, c'est sûr qu'on gagne beaucoup de temps. Moi, tous mes films que moi j'ai storyboard moi-même, je fais exactement le même plan que je tourne. Je ne tourne jamais pas en plus parce que je n'ai pas d'argent pour faire en plus. Et au montage, c'est exactement ça. Il n'y a quasiment rien qui passe les poubelles, quoi. Je ne sais pas comment c'est passé avec Albert et Jeff Johnson, mais tel que je l'ai vu, c'est vrai, 80% du storyboard quand même. Y a-t-il d'autres questions, interventions pour la passer? Bonsoir. Je trouve que ce film était excellemment exécuté par le visuel, par le scénario. J'ai compris comment Michel Serrault réagissait avec Claude Miller au début. Mais je voulais savoir quelle était l'ambiance ou la tension entre Lino Ventura et Michel Serrault, deux grandes vedettes du cinéma. Est-ce que ça se passait bien? Ils se détestaient comme des grands concurrents? Ils se connaissaient. Ça, ils ne se connaissaient pas. Hein. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Et, je pense que Ventura était immuable. C'est un monument comme ça. Et c'est pas Michel Serrault qui pouvait le déranger. Donc, mais il a appris, non, mais comme tout acteur, voyant un autre acteur jouer, il a vu quand même à la fois son imaginaire, sa fantaisie, enfin, c'était forcément spectaculaire pour Ventura, mais il ne l'a jamais dit ni montré. Il se respectait plus ou moins. Ah bah oui, si je peux dire. D'accord. Dans cette dimension-là, ils sont obligés de se respecter. Non, bien sûr. Mais parfois, il y a mais je pense qu'après, ils sont restés assez... Enfin, ils ne sont pas devenus amis, mais je pense qu'ils avaient vraiment un respect l'un pour l'autre, et notamment Ventura pour Michel Serrault. Parce que souvent, il y a un rapport de force comme ça, donc... mais c'est bien, c'est bien. Mais chacun avait sa place, là. Hein. Oui, bien sûr, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Bon, je crois que tout le monde veut se barrer. C'est dimanche soir. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, une dame voilà, sur la couche. Je trouve
pouvait être naturel, avant que tout le monde s'en aille, de vous remercier infiniment pour tout ce que vous nous avez donné, tout ce que vous nous avez offert en connaissance du film. Enfin, moi, ce film, je l'ai vu à sa sortie en 81, je m'en rappelle très bien. Je suis très heureuse de le revoir ce soir, mais je suis encore plus touchée d'avoir eu tout vos... c'est intéressant, quoi. On a l'impression de rentrer à l'intérieur du film autrement. Donc je tiens à vous remercier énormément pour tout. Moi, je tiens à remercier Christian Veyers, qui était électricien sur le film. Merci à tous les deux, merci Bruno Montel, merci Thibaut Brutin. Je rappelle que le livre de Thibaut Brutin, alors la librairie est fermée, mais vous pouvez vous le procurer dès demain, parce que la librairie ouvre demain, la librairie de la Cinémathèque, vous pouvez vous le procurer. Merci à tous les deux, bonne soirée.